Pendant et après la maladie, une nouvelle vie pour moi, c'est le premier sujet, la première table ronde qu'on va aborder aujourd'hui. Après avoir évoqué la recherche, après avoir évoqué les nouveaux traitements, on va rester sur l'humain, sur l'homme, la femme qui est malade, qui est touchée, mais qui reste aussi une femme et un homme. Vous parliez, Isabelle, tout à l'heure de la difficulté de l'après, qui a souvent été vue comme paradoxale par les médecins, mais qui finalement, on le comprend bien aujourd'hui, est tout à fait normale. Vous évoquiez aussi le dispositif d'annonce, qui est très beau dans les textes, mais qui est encore loin d'être généralisé et qui demande encore beaucoup de travail. Et on va maintenant parler justement de tout ce qui peut être fait pour aider pendant la maladie, pour anticiper l'après-maladie, parce que c'est ça qui est important, avec 3 professionnels de l'accompagnement des malades qui m'entourent aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs que cette session est surtout faite pour échanger aussi avec vous, donc à tout moment, si vous avez des questions, encore plus dans un format table ronde que dans les autres sessions, vous pouvez poser des questions et intervenir. Donc Sandra Boutard, vous êtes assistante sociale au CHU de Bordeaux. Panagiota Kostopoulou, vous êtes psychologue au CHU de Bordeaux. Et Dominique Thierry, vous êtes juriste spécialisée en droit de la santé. Vous êtes directrice de Juris Santé, qui est une structure qui informe et oriente les patients et leurs proches sur les questions sociales, juridiques, administratives et financières et qui accompagne les malades dans les démarches socio-professionnelles, notamment après la maladie. On va commencer cette table ronde par regarder des témoignages vidéo sur lesquels je ferai réagir après les 3 intervenantes. Après, ça bloque beaucoup de situations. On ne peut pas acheter une maison, on peut pas. C'est plus difficile de négocier des prêts bancaires. Tout est un peu suspendu. C'est une notion qu'on ne voit pas au début. Quand on parle de cancer, on voit son corps qui va être meurtri, qui va être malmené, le moral qui va tomber, les cheveux qui vont tomber avec le moral. Mais on ne voit pas que la maladie va s'immiscer dans tous les domaines de notre vie. Voilà, le portefeuille, notre lit conjugal, dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos parents. La maladie est partout, quoi qu'on cloisonne, quoi qu'on essaie de cloisonner. Les métastases, même si dans mon cas, je n'ai pas de métastases, et ce n'est pas une maladie à métastases, il y en a quand même partout. Tout le monde est touché. C'est une succession de petites déconvenues, de dire « Ah oui, je ne peux pas faire ça, je ne peux plus faire ça ». Je pense qu'on en prend conscience au fur et à mesure que l'on avance. Et surtout, une fois que la chimiothérapie peut-être est arrêtée et que là, on retrouve un peu de peps, qu'on ressort la tête de l'eau et la bataille est un peu derrière quand même, c'est à ce moment-là on refait l'état des lieux. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai? Que là, on s'aperçoit que oui, la maladie a fait son travail sur nous, mais elle a fait son travail aussi sur notre environnement. Des amis, des proches que vous pensiez extrêmement proches, et les premiers à être sur leur téléphone, à vous soutenir, qui en fait disparaissent complètement. D'autres, au contraire, à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas, qui vont être très présents et qui vont vous soutenir d'une manière incroyable. Donc voilà, la maladie a aussi du positif finalement. On repart beaucoup plus fort, sans aucun doute. L'aspect professionnel dans la maladie est un point qui est très très important. J'ai toujours continué à travailler quand même. C'est d'autant plus important que ça permet de conserver une certaine sociabilité, de conserver une vie entre guillemets normale, même si parfois c'est quand même extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, je ne parlerai pas pour les salariés ou pour des indépendants. Moi-même, je suis indépendant. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien assuré. Mais la vie professionnelle est extrêmement bousculée. Et ça, peut-être qu'au niveau de la consultation d'annonce, c'est un point qu'on aborde difficilement. Difficilement, alors peut-être parce que chaque cas est indépendant, et chaque cas est différent, mais au même titre que le traitement, au même titre que la maladie, chaque cas est différent aussi. Donc il y a certainement moyen de pouvoir y répondre plus facilement si le sujet est abordé. Le choix de la création d'entreprise n'est pas forcément de mon fait, hein. C'est mon compagnon qui monte sa société et mon profil l'intéresse, donc autant servir la société de mon compagnon. Et c'est un choix aussi. La chronicité de la maladie fait que je ne vais pas pouvoir, en toute connaissance de cause, signer un contrat à durée indéterminée sans prévenir mon futur employeur que je risque, dans 3-4 ans peut-être seulement, ou peut-être un peu plus loin, de retourner dans des traitements lourds.
mais aussi une grande envie de liberté et de création. C'est vrai, quand on a une échéance temps qui tombe, qu'on ne pensait pas si tôt, on a une puissante envie de maîtrise des choses, de liberté, au moins ça. On ne maîtrise pas le temps, très bien, on ne maîtrise pas la santé, très bien, mais on va essayer de maîtriser le reste. Donc oui, dans une création d'entreprise, on a le sentiment aussi de pouvoir agir sur les choses. Sandra Panagiotta, comment ces témoignages-là résonnent par rapport à votre pratique professionnelle au quotidien? Bon, j'imagine que c'est fidèle à des choses que vous entendez, notamment en termes d'assistance sociale par rapport aux questions professionnelles. Est-ce que les malades ont conscience, savent tout ce qui peut être fait, ne serait-ce que dans les services, pour les aider à anticiper ces moments-là? Les malades ne savent pas forcément. Après, je pense qu'on est aussi toujours très présent, nous, en termes de personnel, au niveau de l'hôpital, sur la période pendant le traitement. Et que du coup, l'aspect professionnel n'est pas toujours la priorité, si on reprend par rapport au témoignage, et que des fois, il faudrait peut-être qu'on puisse anticiper sur ces démarches-là, et le manque d'information... Il y a deux choses difficiles pour les patients, c'est qu'ils sont dans cette phase de traitement et pas toujours d'anticipation au niveau de la reprise d'activité notamment, ou des questions professionnelles. Et puis le fait aussi que des fois, la fatigue, le rythme des soins ne permet pas non plus de se projeter dans cette approche-là. Donc c'est vrai qu'il est important d'anticiper l'après-maladie, ce qui n'est pas toujours évident du fait de l'état de santé et de la disponibilité que les gens peuvent avoir par rapport à ça. Après, il y a ce que disait le monsieur dans son témoignage aussi, la différence de statut. On ne va pas préparer la phase après-maladie de la même façon par rapport à son travail quand on est salarié, quand on a un travail qui nous attend, quand on est travailleur indépendant, quand il y a beaucoup de choses différentes par rapport à tout ça. Et également quand on est jeune. Dominique, peut-être d'abord parce que la question professionnelle, c'est justement une question importante pour Jury Santé. On reviendra sur le côté psychologue juste après. Cette anticipation de l'après, justement, quand il y a aussi Jury Santé qui peut y aider. Tu vas nous expliquer en deux mots ce que... On a mis en place comme type de projet par rapport aux accompagnements socio-professionnels plus particulièrement. Particulièrement, et puis après de manière générique, pour anticiper toutes ces questions-là. En fait, nous, on est présents dans plusieurs centres hospitaliers, notamment pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, donc la tranche d'âge, j'ai 15-25 ans. Et puis, on est également présent dans un établissement où on s'occupe d'adultes. Et effectivement, un des messages clés pour nous aussi, c'est l'anticipation. Au plus on anticipera l'après-cancer, ou, dans certains cas, le vivre avec, parce que pour certains, il n'y aura pas un après-cancer, mais il y aura vivre avec le cancer, parce que malheureusement, ce cancer sera chronocisé. Donc on est vraiment dans cette démarche-là déjà. Donc on intervient relativement tôt. On travaille en concertation avec les équipes médicales, avec les équipes paramédicales également. Donc on propose au sein des établissements des ateliers collectifs qui vont permettre de travailler différents points, que ce soit revoir son CV, revoir comment on va expliquer une année blanche dans le CV, comment on va expliquer un redoublement pour un jeune qui est à l'école, comment faire un bilan de compétences, que nous on va appeler bilan de talent, compétences, orientation, suivant les cas, suivant le vocabulaire qui va parler à la personne en face de nous, pour être toujours le plus positif possible vis-à-vis de cette personne. Certains auront besoin qu'on leur parle de talent, d'autres auront besoin qu'on leur parle de compétences, parce que malheureusement pour certains, l'entrée dans la maladie et les séquelles éventuelles de la maladie vont conduire à une réorientation parce que le métier initialement prévu, si on est un étudiant, ne sera pas possible, ou le métier déjà exercé ne sera plus possible. Donc voilà, donc il y a des ateliers collectifs qui sont organisés et il y a également une prise en charge individuelle et personnalisée de chacune des personnes. Et nous, on part vraiment, dans l'association, sur le principe que chaque personne est singulière, chaque personne est unique, et donc on s'adapte vraiment aux besoins de la personne qui est en face de nous. On n'a pas de recette magique. On la co-construit, cette recette, avec le patient au moment où ils font appel à nous.
Vous vouliez réagir aussi aux témoignages. Qu'est-ce que les deux témoignages notamment qui oui, parlent alors moi j'ai été très sensible. À un moment donné, la jeune femme évoque le fait qu'elle est partie, qu'elle a rejoint son compagnon pour créer une entreprise parce qu'elle ne se voyait pas retourner vers un employeur sans lui annoncer qu'elle avait été malade, sans lui annoncer que potentiellement, peut-être, dans 2-3 ans, elle pourrait faire une récidive. Et là, je retrouve cette culpabilité que Isabelle évoquait là tout à l'heure. Il n'y a pas lieu d'expliquer ça à un employeur lors d'un entretien d'embauche. En tant que juriste, je peux vous le dire, ce n'est absolument pas une obligation légale d'informer l'employeur qu'effectivement on a été malade, qu'effectivement on fait partie des personnes avec un risque de récidive. Ça n'est absolument pas une obligation légale. C'est quelque part, c'est une obligation que va s'imposer le patient ou l'ancien patient, mais qui n'a aucune raison d'être juridique. Donc moi, je trouve ça absolument dommage que cette personne n'ait pas pu rencontrer quelqu'un ou évoquer cette situation avec quelqu'un pour justement sortir de cette culpabilité et pouvoir se dire moi je vais me présenter parce que tel job me plaît ou tel autre job me plaît. Après, le discours qu'elle poursuit en disant qu'elle a besoin de liberté, de réorientation, c'est des choses qu'on entend très couramment. Et ça, oui, d'accord, si elle le fait pour ça, pas de souci. Mais si elle le fait parce qu'elle pense que elle ne peut pas aller se présenter quelque part avec le risque de faire une récidive 2 ou 3 ans après, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se présenter qui n'a jamais eu de cancer et qui 3 mois après va déclencher un cancer. On n'en sait rien. Donc il faut arrêter de culpabiliser les personnes et il faut effectivement les informer sur leurs droits. Et alors moi je suis pour la libération de la parole quand c'est possible. Il y a des compagnies, il y a des sociétés qui sont tout à fait bienveillantes et où ça pose aucun problème. Et j'ai vu des parcours comme ça où le fait de dire même lors d'un entretien de recrutement qu'on avait eu un cancer, ça ne posait pas de problème. Mais il y a beaucoup de compagnies où ça va poser des problèmes. Donc il y a toute une réflexion effectivement à avoir sur dire ou ne pas dire la maladie. Là aussi, en anticipant le retour au travail, ou en tout cas en anticipant, par rapport au moment où on va reprendre son activité ou maintenir son activité. Enfin, voilà, il y a une réflexion à avoir. Panagiota, justement, cette notion de culpabilité, cette notion de dire ou de ne pas dire, c'est des choses que vous devez voir souvent en consultation. Quel est un peu votre ressenti par rapport à ça? Et puis après, je vous demanderai aussi de réagir au témoignage. Alors, de dire ou ne pas dire par rapport à la maladie, quelle place prendra la maladie à l'extérieur, que ce ce soit dans l'emploi ou dans d'autres domaines. Ce qu'a dit Dominique ne s'applique pas que pour la question de l'emploi. Alors, la place qu'on va donner à la maladie, on va la choisir plus ou moins. Et c'est important justement de donner la place qu'on a envie de donner à la maladie. La dame, elle disait le corps est maîtrise. Comment investir à nouveau un corps qui a été malade, un corps qui nous a trahis? Quelle place lui donner? Comment vivre dans ce corps qui nous a trahis, qui a été malade? Comment vivre dans un corps qui est attaqué en permanence par les médicaments qui sont là pour soulager de la maladie, mais qui sont là aussi pour avoir des effets secondaires? Et comment vivre dans tout ça? Je pense que chacun va trouver sa propre manière à intégrer cette maladie, sa propre manière de la vivre, et surtout, il va décider, c'est important justement de décider de la place qu'il va donner dans la maladie. Je pense qu'il n'a pas de règles, à mon sens, il n'a pas de règles, chacun va réagir à sa manière. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que j'ai envie de passer justement comme message, qu'il n'a pas de bonne et de mauvaise façon de faire, il a juste une et unique, et c'est certainement la bonne, c'est celle à chacun. Et cette culpabilité qui a été évoquée à 2-3 reprises, là, c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez les malades, ou finalement c'est ce que l'extérieur leur met dessus? La culpabilité, c'est une notion importante, mais il y a des gens qui ont besoin de donner un sens, comme on disait tout à l'heure, il y en a d'autres qui n'ont pas ces besoins-là. Notre rôle, c'est de les accompagner dans cette dynamique-là, et surtout de les accompagner à ne pas donner un sens qui peut être de l'ordre de la culpabilité,
parce que ça va les ramener dans des chemins qui sont difficiles à vivre par la suite. Et nous, on est là aussi pour être garants de ces chemins. Et quand effectivement, il a des patients qui nous disent « je suis responsable de la maladie », ou effectivement, ça me fait très écho ce que vous avez dit, Isabelle, tout à l'heure. Je fais quelque chose, je n'ai pas le moral, est-ce que la maladie va revenir ? C'est quelque chose effectivement de très très important et c'est quelque chose qui est véhiculé quelque part par la société. Il faut être fort, il faut combattre la maladie, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on fait comme on peut. Et c'est ça qui est important. La culpabilité, on est là pour essayer de la diminuer au maximum quand cela a lieu. Oui, effectivement. Tout à fait. On parlait de l'anticipation de l'après. Finalement, ça s'anticipe dès le départ, dès l'annonce. On se rend compte avec vos activités en tant que psy, en tant qu'assistante sociale à l'hôpital, que le lien avec après la vie, il y a un peu une coupure. Comment Sandra anticiper cet après et comment faire après le lien avec l'extérieur ? Est-ce que les choses évoluent un petit peu pour justement... Oui, les choses évoluent. Bon, je vais parler plus pour la Gironde, mais par exemple, il y a le rôle des associations qui est très important, comme vous l'avez avec votre association. Il y a sur le CHU aussi une association qui s'appelle Maraja, qui accompagne justement ces jeunes atteints de pathologies cancéreuses, surtout sur la phase de pendant, vivre avec et vivre après. Et il y a aussi au niveau de la Ligue contre le cancer en Gironde des ateliers de retour vers l'emploi qui sont organisés. Donc du coup, c'est vrai que moi je réponds un peu à la demande des différents patients, mais c'est de pouvoir les orienter un petit peu vers tout ce qui existe. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus toujours la connaissance de tout ce qui existe, puisque les patients viennent de toute la région, mais c'est de trouver le bon interlocuteur. Anticiper, c'est pas toujours évident quand le patient il n'est pas prêt à parler de l'après, de le bousculer, ou ça c'est pas forcément facile à faire, mais c'est de l'amener à se projeter dans une fois que les séjours vont être moins réguliers à l'hôpital, ou alors de le questionner aussi sur les contacts qu'il a peut-être toujours avec ses collègues de travail, sur la place que cette activité professionnelle a toujours aujourd'hui, pour essayer de repartir sur reparler. Enfin, aujourd'hui, c'est plus dans une réponse aux questions. Quand les patients viennent nous voir en disant « je me sens un peu mieux, et si je reprenais en temps partiel thérapeutique ?» Donner toutes ces informations sur la faisabilité, sur les démarches à effectuer, etc. Ces questions justement, Dominique, parce que l'activité du risque santé dépasse l'emploi dont on a parlé juste avant. Elles interviennent à tout moment finalement de la maladie. Oui, tout à fait. En fait, donc les patients nous retrouvent soit via le site, soit parce qu'ils ont assisté à une conférence où l'un d'entre nous était présent, ou parce qu'ils ont lu un article sur la maison du cancer ou sur Cancer Contribution. Enfin, il y a différentes plateformes où effectivement on peut nous retrouver ou retrouver des articles qui ont été écrits. Et puis, on intervient en partenariat avec 13 établissements de santé, je crois, aujourd'hui, dans toute la France, où les personnes nous connaissent, les services, les assistantes sociales nous connaissent, les médecins nous connaissent, etc. Et où effectivement ils vont diriger les personnes vers nous à partir du moment où il va y avoir soit une question juridique un peu complexe, ou soit c'est même parfois les assistantes sociales qui nous appellent parce qu'elles sont confrontées à des difficultés au niveau des assurances, de la mise en œuvre des assurances ou des choses comme ça, ou de comprendre ce qui est prévu dans un contrat de travail, ou elles ne savent pas par rapport à tel contrat de travail, est-ce que c'est cumulable, ou enfin est-ce que c'est possible de demander la JPP, enfin je parle chinois, mais voilà. Voilà, donc du coup effectivement, on est aussi interpellé par rapport à des patients. Alors là, on dépasse bien sûr le contexte du travail et de l'assurance, mais parfois on est interpellé parce qu'un patient nous appelle en nous disant voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ces soins-là, je souhaite les refuser, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, on nous interpelle par rapport à l'information qui est donnée ou pas donnée. Voilà, donc là on a aussi un rôle où on va effectivement on va parfois être dans un rôle de médiation. Par rapport à toutes les questions techniques, vous l'avez évoqué, et puis là le patient l'a évoqué également. C'est vrai que par rapport au retour à l'emploi,
les situations sont très très différentes. Vous pouvez être salarié, vous pouvez être salarié dans le privé, salarié dans la fonction publique, vous pouvez être au chômage au moment où ça se passe, vous pouvez être étudiant, c'est juste au moment où vous étiez inscrit comme demandeur d'emploi, vous pouvez être en profession libérale, etc. Donc il y a une complexité de situations qui demande après de pouvoir faire des ponts entre différents droits différents, enfin entre différents domaines du droit. Et c'est là qu'effectivement, on se retrouve très sollicité, puisqu'on va aussi bien pouvoir répondre à quelqu'un qui est dans la fonction publique qu'un indépendant ou une personne salariée. Et notamment, par exemple, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dire non, surtout pas de temps partiel thérapeutique parce que vous êtes au chômage. Donc, oui, mais mon médecin me l'a proposé. Votre médecin est-il informé que vous êtes au chômage? Ah ben non, j'ai jamais pensé à lui dire. Je dis non, alors la première chose à faire, informez votre médecin que vous êtes au chômage. Parce que pour le chômage, à partir du moment où vous êtes en temps partiel thérapeutique, ça veut dire que vous êtes en arrêt maladie et il ne vous verse pas les indemnités. Et pour la CPAM, voilà, si vous avez un temps partiel thérapeutique qui a été admis par le médecin conseil, vous devez reprendre un temps partiel thérapeutique, autrement vous ne respectez pas les conditions et on vous enlève les indemnités aussi. Donc c'est c'est un exemple un petit peu concret pour que vous puissiez vous représenter ce que ça peut signifier de gymnastique entre les différentes situations et d'attention au fait dans quelle situation êtes-vous, comment êtes-vous complété, est-ce que vous avez un maintien de salaire, est-ce que vous n'en avez pas, est-ce que vous avez une prévoyance, est-ce que vous avez une assurance pour votre maison. Voilà, il y a plein de choses à vérifier, avec parfois au niveau des assurances aussi, la mise en œuvre de ces garanties qui n'est pas toujours évidente, et où les patients, moi j'ai des patients qui m'ont dit là ça suffit, j'en peux plus, je vais abandonner, ou des proches aidants qui m'ont dit je peux plus, je sature, chaque fois il y a un papier qui manque, il y a un papier qui s'est perdu, il y a un nouveau certificat médical à remplir, etc. Donc nous on adapte notre accompagnement aux besoins des personnes, dans le sens si quelqu'un peut faire, on va simplement lui donner les informations, les explications nécessaires et puis il va faire lui-même, mais il nous est arrivé de soutenir des personnes qui n'avaient absolument pas de problème au niveau cognitif ou voilà, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, mais elles étaient juste épuisées. Donc là, on rédige les courriers et on envoie pour elles. Après, il y a toute la problématique des assurances qui est un petit peu évoquée là. C'est entre la difficulté de mise en œuvre des garanties d'assurance, qui est déjà quelque chose qui n'est pas simple toujours pendant qu'on est malade. Après, c'est comment je vais obtenir une assurance après le diagnostic, qui pose également beaucoup de problèmes aujourd'hui. En sachant qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. Il y a 2 ans en arrière, je vous aurais dit qu'il fallait un minimum de 5 ans après les traitements pour pouvoir obtenir une assurance. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de compagnies, il y a 7 compagnies en fait en France qui se sont spécialisées dans le cancer. Et avec ces 7 compagnies-là, on arrive à obtenir des assurances à 2 ans après la fin des traitements. Voire, là, depuis janvier, on obtient avec une compagnie, une prise en charge d'assurance à 6 mois après la fin des traitements. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train d'être négociées. On parle beaucoup du droit à l'oubli aussi, donc je suppose qu'il y a peut-être des questions dans la salle par rapport à ça. C'est vrai que le droit à l'oubli, qui a été une annonce faite par le président Hollande lors de la présentation du plan Cancer 3, alors c'est à titre personnel que je le dirais, voilà. En tout cas, à titre personnel, me gêne beaucoup parce qu'on est quand même sur un problème d'éthique. Ça ne va concerner qu'une petite partie des malades. Ça ne concernera que les malades qu'on pourra effectivement considérer comme guéris, ou en tout cas qui pendant 10 ans, alors pour l'instant il y a une commission qui se réunit depuis janvier, mais pour l'instant, voilà, ils ne se mettent pas du tout d'accord entre les assureurs qui veulent pouvoir quand même réguler par rapport à l'étude du risque assurantiel et les personnes qui veulent obtenir le droit à l'oubli, alors que ce soit à 5 ans, à 10 ans, peu importe. Mais de toute façon, là, on ne va pas atteindre tous les patients atteints de cancer, on ne va pas atteindre tous les patients atteints de maladies chroniques, et donc ça va conduire aussi il y aura toujours des inégalités. Par contre, ce qu'on a réussi à faire en France, il y a 20 ans, quand vous vouliez prendre une complémentaire santé, vous deviez remplir un questionnaire médical. Aujourd'hui,
vous avez des complémentaires santé sans questionnaire médical. Et nous, ce qu'on prône, c'est pourquoi ne pas arriver à cette solution-là par rapport à l'assurance. Voilà, enfin, ou à leur création d'un fonds de solidarité. Enfin, on a plein d'idées, mais voilà. Donc la réduction de ce qu'on appelle la double peine avance, mais il y a encore donc, beaucoup de travail. Le titre de la table ronde, c'est aussi Nouvelle vie. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle vie par rapport à l'expérience que vous avez, les malades? Est-ce que les malades considèrent vraiment que on prépare une nouvelle vie, ou est-ce que c'est une continuité? Est-ce que ça... Alors, ça dépend de chacun. Et il y a des patients qui vont parler d'une nouvelle vie et vont exprimer beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur face à cette vie qui va être différente. Et surtout par rapport qu'est-ce que je vais devenir maintenant. Je suis lâchée à l'avenir, enfin, je suis lâchée dans la vie. Les médecins ne vont me voir que très peu de temps. Et comment je vais exister maintenant? Comment je vais me projeter? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler? Je vais pas travailler? Je vais continuer à être suivie psychologiquement? Est-ce que j'en ai besoin? Il a beaucoup de questions qui vont ressurgir à ces moments-là. Et après, tous les patients ne vont pas le vivre de la même manière. Il y en a d'autres qui vont avoir envie, justement, une envie importante de retrouver cette vie d'avant, et tout de suite ils vont plonger dans ce qu'ils faisaient auparavant, et ils vont avoir ce besoin-là très important de la retrouver, de retrouver cette vie. Et il y en aura d'autres qui vont envisager cette continuité avec quelques changements, et je ferai surtout pas comme je fais avant. Je vais travailler moins, je vais avoir d'autres priorités, je vais consacrer plus de temps dans ma famille, où je vais exister différemment. Voilà. Chacun est différent, comme je disais aussi tout à l'heure, et comment chacun va envisager cet après, ça va être aussi unique pour chacun. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? N'hésitez pas, c'est le moment aussi. Moi, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est importante par rapport à la culpabilité de la société, comme quoi il faut être fort, etc. Mais la culpabilité, il ne faut pas culpabiliser non plus de prendre son temps. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est toujours aller dans le vite, etc. Mais il ne faut pas ce point-là, et c'est ce que relevait la dame là. tout à l'heure aussi, Isabelle, qui insistait sur le temps du patient, et qui, même par rapport à chaque patient, est différent aussi, et ne pas culpabiliser par rapport à ce temps-là aussi. Tout à fait. Merci. Il faut du temps. Je pense que quand on parle d'anticipation, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Quand on parle d'anticipation, c'est l'anticipation en respectant la temporalité du patient. Nous, quand on parle d'anticipation, c'est parce qu'on sait qu'on va être beaucoup plus efficace si on prend les situations en amont que si on arrive sur une situation où le patient a déjà perdu ses droits parce qu'il n'a pas fait les déclarations dans les temps impartis au niveau des assurances, par exemple, et où il ne bénéficiera pas de rétroactivité, où il a déposé son dossier aux ACDIC avec une demande de temps partiel thérapeutique, et donc derrière, il y a la catastrophe qui est déjà arrivée. Donc voilà. Nous, quand on parle d'anticipation, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est anticipation dans le respect de la temporalité du patient et du parcours de vie et de soins du patient. Mais pour compléter, est-ce qu'il y a parce qu'on parle beaucoup de la réponse aux questions qu'ont les patients, mais est-ce qu'il y a des questions que les patients ne se posent pas et qui devraient se poser et qui pourraient les aider, notamment sur des questions très, très techniques? Toutes les questions que tu as évoquées sont notamment des choses techniques. Bon, là, en tant qu'assistante sociale aussi, si vous avez et que les patients ne se posent pas spontanément parce qu'ils ne sont pas au moment, mais dans cette temporalité, mais qui pourraient les aider par rapport à des démarches administratives, par rapport à des démarches de l'emploi, par rapport à des démarches. Est-ce qu'ils posent les bonnes questions au bon moment, finalement, parce que c'est leur moment? Oui, je pense qu'ils posent les bonnes questions. Après, je ne pense pas qu'il y a des questions qui ne se posent pas, puisqu'en plus, ça dépend, c'est la singularité de chacun, et donc chacun a une histoire différente. C'est pas tellement en termes de questions à se poser, c'est, comme vous le disiez, oui aussi peut-être des fois de se donner le temps.
qu'il y a les traitements, que le traitement est terminé, qu'il va peut-être falloir envisager une reprise d'activité, mais prendre le temps aussi de se reconstruire, peut-être dans cette nouvelle vie, ou prendre le temps de revenir à ce qui était auparavant. Mais pas trop de questions à ne pas se poser. Alors, moi, je vais reprendre là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des questions à se poser assez rapidement. Et moi, ce que j'observe, c'est par exemple, notamment au niveau de la mise en œuvre des assurances, des garanties des assurances, en fait, il va y avoir des délais à respecter pour justement ne pas perdre ses droits. Or, la plupart des assurances et les personnes qui ont contracté les assurances, que ce soit une assurance pour rembourser un logement, que ce soit l'acquisition d'un logement, que ce soit un prêt à la consommation, etc., très souvent, la personne, déjà, elle a le choc de l'annonce, il faut qu'elle digère effectivement le fait qu'on lui a diagnostiqué un cancer, un lymphome, peu importe. Et là, il va y avoir un premier passage où effectivement, on peut tout à fait, on s'attend pas du tout à ce que le lendemain, elle téléphone en disant, mais c'est surprenant, mais à l'association, ça nous arrive. Il y a des gens qui nous appellent, ils ont vu le médecin la veille, ils ont vu une affiche de santé dans l'établissement, et le lendemain même du diagnostic, ils nous appellent et moi j'ai vu un jour comme ça, quelqu'un arrivait avec 18 questions. Donc il faisait vraiment le tour de tout. Et vous avez donc des personnes effectivement qui pensent à un certain nombre de questions. Alors pas peut-être là, c'est quand même un peu exceptionnel qu'on nous appelle le lendemain ou dans la semaine, mais en tout cas il y a un temps entre le moment où il y a eu le diagnostic et le moment parfois où il y a les premiers soins, où là beaucoup de patients s'organisent parce qu'ils ont cette nécessité de penser à l'organisation, comment est-ce qu'ils vont s'organiser avec leurs enfants, avec leurs conjoints, qu'est-ce que ça va entraîner pour eux, etc. Et là, c'est souvent là qu'ils se disent j'ai des assurances. Et là, ils découvrent que leur assurance, ils veulent faire la déclaration. Alors, les assurances appellent ça un sinistre. Donc, ils veulent faire la déclaration du fait de leur pathologie, qu'il faut mettre en œuvre la garantie. Et là, l'assureur leur dit, mais vous êtes en arrêt de travail depuis combien de temps? Une semaine, 15 jours, un mois? Non, là, dans votre contrat, vous avez une franchise de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Donc nous, on ne prendra pas votre dossier avant le 31e, 61e ou 91e jour. Et entre-temps, le patient, il rentre dans les traitements, voire des traitements lourds, et il y a la fatigue qui s'accumule, et il est recentré sur lui-même, et il a besoin de se recentrer sur lui-même, sur les soins, de prendre ce temps pour lui. Et là, il oublie le côté administratif et ses droits qu'il va éventuellement perdre. Parce que le côté rotor, je dirais, de ces franchises, c'est que une fois que vous avez fini le temps de la franchise, en fait, au départ du jour où on vous a diagnostiqué la pathologie, vous avez 6 mois pour faire votre déclaration. Et là, c'est rétroactif au premier jour où la franchise se termine. Mais si vous ne faites pas votre déclaration dans ce temps bien précis, vous perdez toute rétroactivité. Donc ça peut s'accompagner de pertes financières très importantes. Donc voilà. Donc il y a là c'est un exemple que je vous donne, mais il y a d'autres exemples qui existent. Donc effectivement, il y a ce côté-là aussi, où parfois le patient va penser aux questions, aux bonnes questions, mais après il se fait rattraper par la maladie, par les soins, par la lourdeur des soins, des traitements, la fatigue. Et s'il n'a pas pris contact avec quelqu'un qui va lui dire, faites un rappel dans votre calendrier parce qu'il faudra envoyer préparez déjà tout en amont et puis vous enverrez le jour dit. Eh bien, très régulièrement, je vois des personnes qui ont perdu 2 ans de garantie d'assurance, par exemple. Damien ? Oui. Oui, juste, je voulais rebondir sur ce sujet spécifique. Moi, j'ai eu cette expérience parce que je me suis aperçu 2 ans dans la maladie qu'il y avait une clause en bas de mes assurances immobilières qu'il fallait déclarer son sinistre dans les 30 jours. Et donc, quand on déclare son sinistre après les 30 jours, on perd ses droits. Mais là, on se pose la question, où est finalement le manque à gagner pour l'assurance? Est-ce que l'assurance se fait flouer parce que le patient ne déclare pas sa maladie alors qu'il est dans une situation de détresse psychologique, physique, etc. Et donc, moi, personnellement, j'ai réussi à résoudre le problème. J'ai envoyé des courriers,
ça n'a rien fait, mais j'ai envoyé mes mêmes courriers avec un en-tête d'un cabinet d'avocats, et dans les 30 jours, j'ai reçu les impayés de 2 ans. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Je pense que c'est sur cette clause-là des 30 jours pour déclarer. Alors, elle est variable, hein, la clause des 30 jours, ça peut être 30, 60 ou 90, suivant les contrats. Pour les personnes comme nous diagnostiquées pour des maladies lourdes, elle ne devrait pas exister, cette clause. Parce qu'il n'y a pas de manque à gagner pour l'assurance. Oui, alors en fait, justement, c'est là où on arrive en tant que juriste ou avocat à contourner la clause, parce qu'on leur démontre qu'ils n'ont eu aucune perte. Aucun préjudice. Aucun préjudice, exactement. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est plus difficile pour l'assureur, parce que si cette clause existe, c'est dans le cas où l'assureur aurait pu faire quelque chose pour se prémunir de vous rembourser, enfin, ou de prendre en charge les échéances. Alors après, il faut faire une différence entre la perte complète des droits. Moi, là, je vous parle de la perte de la rétroactivité. Donc ça, c'est une première chose. Mais effectivement, on peut revenir sur la rétroactivité aussi en s'appuyant sur un certain nombre d'arguments, hein, sur un argumentaire juridique notamment. Et puis, vous avez une autre difficulté avec les assurances, c'est que c'est prévu dans le Code des assurances, si vous n'avez pas fait votre déclaration dans les 2 ans, effectivement, il peut y avoir perte complète des droits à l'assurance. Et je pense que c'est cette situation-là, peut-être que vous aviez vécu, je ne sais pas. Et effectivement, là aussi, on voit les personnes qui vont avoir des traitements différents selon qu'ils sont tout seuls ou accompagnés dans leur démarche par un juriste, par une association, par un avocat. S'ils sont tout seuls, c'est vrai que l'assurance, elle va leur envoyer des courriers, article temps, vous n'avez pas fait la déclaration, caducité, vous perdez vos droits. Et effectivement, nous, on leur explique, attendez, il n'y a pas de préjudice, ça ne change de rien pour vous. Tout à fait d'accord. Oui. Je vous remercie toutes les trois d'être venues, d'avoir intervenu. Damien, une question. Ah, on m'a coupé. Donc une dernière question avant de passer. Dernière petite question. Moi, en fait, donc, je suis médecin et je pense qu'on est très mal informé en tant que médecin sur tout ça. Ou en tout cas, on l'a été peut-être en 2e année de médecine et puis on a tout oublié depuis. Et j'ai une question précise justement sur des patients qui veulent souscrire une assurance pour un prêt immobilier. En quoi on est obligé de remplir ces certificats médicaux? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement ne pas remplir et dire que le patient va très bien? Voilà. Est-ce qu'il y a une... Mentir par omission. Oui. Non, on ne peut pas mentir par omission, surtout pas. Qu'est-ce qui peut se passer, en fait, si vous voulez, il y a un code du droit des assurances qui existe et effectivement, le jeu de l'assurance, c'est l'assureur doit pouvoir déterminer le risque assurantiel. Donc, pour pouvoir déterminer le risque assurantiel, il faut que les déclarations qui soient faites soient faites de manière le plus complète possible. Mais vous allez pouvoir joindre pour des patients, par exemple, je sais que dans certains cas de lymphome, je crois que c'est le lymphome, oui, 2 ans après, on peut considérer que la personne a rejoint le risque de la population générale. À ce moment-là, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'envoyer un dossier complet avec justement des attestations du médecin, comme quoi la personne rentre dans ce cas de figure, les études épidémiologiques, les statistiques, etc. On fait des dossiers assez complets par rapport à ça. Mais surtout, ne faites pas de fausses déclarations ou d'omission de déclaration, parce que là, c'est l'article 200 du Code des assurances qui s'applique. Et si la personne, 6 ans après, se casse la jambe et ne peut pas aller travailler pendant 6 mois parce que c'est très très grave, que je sais pas, enfin qu'elle doit rester en suspension et tout ce que vous pouvez imaginer, et puis qu'elle doit faire aussi de la rééducation derrière, eh bien l'assurance va dire caducité du contrat parce que il y a eu fausse déclaration. Donc il faut faire très attention avec ça. Par contre, là où ce dont il faut être conscient, c'est que vous n'allez pas faire un certificat médical qui est destiné à l'assureur. Vous faites un certificat médical qui est destiné au médecin conseil de l'assureur. Et le médecin conseil de l'assureur, lui, va donner sa position à l'assureur en disant c'est assurable ou ce n'est pas assurable. Après, il y a la convention AERAS qui peut également s'appliquer, c'est-à-dire qu'en premier niveau, le médecin conseil de l'assureur que vous avez interpellé dit non, ce n'est pas assurable. Vous passez à un 2e niveau où on va réévaluer votre dossier en demandant éventuellement des examens médicaux complémentaires, etc. Mais tout ça, c'est prévu dans la convention AERAS, donc on ne peut pas aller contre
je veux dire, ça a été fait, la convention AERAS, vous avez certainement tous entendu parler de cette convention. C'est quand même une convention qui a été faite, alors qui n'est pas suffisante, qui est loin d'être suffisante, mais elle a été faite, je dirais que c'est un minima qui est garanti aujourd'hui et qui a été fait avec des assureurs, avec la participation du législateur quand même, enfin de certains groupes de travail en tout cas, et d'associations de patients. Alors certes, elle ne va pas assez loin, mais voilà, c'est quand même un minima qui a été... Et dans ce minima, il est prévu qu'on puisse demander effectivement des examens complémentaires. Et c'est prévu dans le Code des assurances aussi. Donc on est obligé de le faire. Et puis si vous ne passez pas au niveau 2, vous allez pouvoir passer à un niveau 3. Et là, honnêtement, je sais que quand vous passez au niveau 3, il n'y a que 20% des dossiers qui passent au niveau 3, au niveau de la convention AERAS, qui obtiennent une solution. D'accord. Okay. AERAS pour assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je pense qu'en effet, tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup toutes les trois de tous ces éclaircissements.